Salut mes amis, c'est Johan. Dans cette vidéo, je vais vous raconter la suite de mon aventure dans les centres d'appel. Si vous n'avez pas vu les deux premiers épisodes de cette série de vidéos consacrées à mon parcours dans les centres d'appel, vous pouvez les regarder en cliquant ici. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le en cliquant sur le bouton s'abonner. Alors avant de commencer cette vidéo, regardez la description, un lien vers un guide que j'ai préparé pour vous et dans lequel je vous explique de A à Z comment créer et monter votre business dans la téléphonie, dans le télémarketing. Je vous explique de A à Z comment créer la société sur le plan juridique, comment trouver vos premiers clients et comment mener à bien votre projet. Vous avez aussi un lien vers le groupe Facebook dans lequel vous allez trouver d'autres personnes qui sont dans la même situation que vous, qui peut-être travaillent aujourd'hui dans un centre d'appel et qui aimeraient le quitter pour monter leur propre projet, de manière bien entendu à beaucoup mieux gagner leur vie, à pouvoir libérer temps et éventuellement à passer au stade supérieur par la suite dans les affaires. Alors sans plus attendre, je vais vous raconter la suite de mon histoire. Alors dans les deux premiers épisodes, je vous parlais de plusieurs centres d'appel dans lesquels j'ai travaillé à l'époque pour m'acheter mon premier PC portable. À l'époque, je développais des sites web et j'avais besoin d'un PC portable pour présenter mes sites à mes prospects. Dans le centre d'appel où je travaillais à cette époque-là, mon salaire était tellement médiocre que jamais je n'aurais pu accomplir ce projet qui était de m'acheter un PC et mettre un petit peu d'argent de côté pour pouvoir tourner le temps de trouver mes premiers clients. Alors dans ce centre d'appel, j'avais rencontré notamment trois personnes. Il y avait Karim qui habitait à côté de chez moi, qui était un téléopérateur, un télévendeur comme moi. Il y avait Amine, qui est également un télévendeur et qui habitait à Asli. Et Toufik. Toufik c'était le superviseur de Amine et Karim. Toufik avait quitté le centre d'appel pour aller travailler dans un autre centre d'appel et nous avait proposé de le suivre. Chose faite, nous l'avions suivi, étant donné que le salaire était un tout petit peu moins médiocre. Et à la fin de la dernière vidéo, nous nous étions retrouvés tous les trois à Bab de Kuala dans un vieil immeuble dans lequel se trouvait le centre d'appel en question. Il y avait une quarantaine de personnes qui travaillaient là-bas, une quarantaine de personnes de différentes nationalités. Il y avait trois dirigeants. Il y avait deux frères qui avaient beaucoup d'argent parce qu'ils avaient d'autres business en parallèle, notamment une chaîne de salles de musculation en France et en Suisse. Alors la société en question vendait des travaux d'isolation de sous-toiture, des pompes à chaleur et des panneaux solaires, des installations photovoltaïques en France, en Belgique et en Suisse. Donc ils avaient leur centre d'appel ici pour produire des rendez-vous qui allaient servir à fournir les agendas de leurs commerciaux. Je m'explique rapidement. Ils avaient une force de vente, une équipe de commerciaux qui allait à la rencontre de prospects à qui vendre justement ces travaux d'isolation, ces pompes à chaleur ou ces panneaux solaires. Bien entendu, ils n'allaient pas toquer à toutes les portes, donc ils partaient uniquement sur des rendez-vous qualifiés qui avaient été au préalable pris par les agents du centre d'appel, des rendez-vous qualifiés avec des personnes qui étaient propriétaires de leur maison, qui avaient des revenus corrects, contrat en CDI pour pouvoir prendre un crédit, puisque effectivement cela engageait, le fait de faire ces travaux engageait de prendre un crédit. Il faut savoir que des panneaux solaires, le type d'installation que eux proposaient, c'était des paniers qui allaient de 20 à 30 000 euros. Le panier le moins cher, c'était la pompe à chaleur qui coûtait déjà 8 000 euros, ce qui est déjà conséquent. Alors dans le centre d'appel, je vous ai parlé des trois dirigeants. À côté de cela, il y avait un directeur de production. Donc le directeur de la production, c'était la personne qui manageait le centre d'appel. Ce directeur de production, il était jeune, il avait 29 ans, c'était un Kazaoui. Il avait une société qui montait des centres d'appel, qui trouvait des locaux, qui fournissait le matériel, qui s'occupait du recrutement, qui fournissait bien entendu les minutes de communication, autrement dit le solde pour appeler les prospects. Et bien entendu, il proposait d'aller jusqu'à gérer votre centre d'appel, ce qui était le cas justement avec ces trois personnes. À côté de cela, il y avait les confirmateurs. Les confirmateurs, ce sont des personnes qui sont chargées de rappeler les rendez-vous qui ont été pris au préalable par les télévendeurs. Les télévendeurs passent des centaines, des milliers d'appels chaque jour pour pouvoir prendre chacun quelques rendez-vous que les confirmateurs vont rappeler de manière à s'assurer que le rendez-vous entre bien dans les critères qui ont été au préalable mentionnés sur la fiche de rendez-vous et que le rendez-vous tient toujours. Donc c'est très peu de travail. Néanmoins, les confirmateurs vont toucher des primes assez intéressantes sur le travail en fait des agents. Alors parmi les confirmateurs, il y avait trois filles, dont une qui est venue de la France, de Lyon justement, qui était la grande sœur d'une associée minoritaire dans la société. Les confirmateurs rappellent le rendez-vous quelques jours avant qu'il ait lieu pour s'assurer que la personne soit toujours partante
et qu'elle entre dans les critères mentionnés sur la fiche de rendez-vous. Ensuite, le confirmateur reçoit une prime par rapport au travail qui a été fourni derrière par les agents qui ont pris les rendez-vous en question. Alors, il y avait 3 confirmateurs, personnes qui travaillaient 35 heures par semaine, en tout cas qui faisaient 35 heures de présence par semaine, sachant que les agents faisaient plus de 50. Et donc ces confirmateurs travaillaient 2 à 3 heures par jour, car rappeler les rendez-vous qui avaient déjà été pris au préalable. Donc il y avait 3 personnes avec des salaires allant de 9 000 à 15 000 dirhams par mois. Donc la personne qui avait un salaire de 15 000 dirhams par mois, c'était la grande sœur d'une partenaire minoritaire dans la société. Donc ils avaient ramené de la France, de Lyon. Donc elle a un salaire de 15 000 dirhams auquel s'ajoutait 15 000 dirhams sous forme de prime. Et ce n'est pas tout. La société lui payait le loyer de son appartement. Et pas n'importe quel appartement. Un appartement dans une résidence de luxe à l'hivernage. Pour ceux qui ne connaissent pas Marrakech, l'hivernage, c'est le quartier le plus cher et le plus chic de Marrakech. Un appartement dont le loyer était de 20 000 dirhams par mois. Autrement dit, le seul loyer de son appartement qui était pris en charge par la société représentait l'équivalent de 5 salaires d'agents. Agents qui travaillaient 50 à 55 heures par semaine. 50 à 55 heures par semaine à passer des appels. À côté de cela, il y avait le recruteur et formateur, qui était un monsieur d'une 50aine d'années, et 2 techniciens. L'un des techniciens étant d'ailleurs le petit frère du directeur de production. Et à côté de cela, une 40aine d'agents, avec des salaires médiocres, des salaires de 4 000 dirhams mensuels, qui travaillaient 50 à 55 heures par semaine, de 9 h le matin jusqu'à parfois 9 h le soir. Des personnes qui avaient une famille à charge. Il y avait d'ailleurs, je me rappelle, un monsieur qui avait une 50aine d'années qui était handicapé et qui habitait à Azli. Ce monsieur prenait un retaf depuis Azli chaque matin et chaque soir, qui l'a amené jusqu'à la poste de Guéliz et il marchait avec ses béquets jusqu'à Bab de Kuala. Alors j'ai passé quelques semaines là-bas, des journées énormes, dans des conditions que je ne vous raconte pas. Au bout de quelques semaines, j'ai pris, je me rappelle c'était la pause de midi, la décision de quitter définitivement cet endroit. En rentrant de pause, le patron de la société est venu me voir. Il m'a dit j'ai hâte de parler, je lui ai demandé si c'était pour une bonne ou une mauvaise nouvelle. Il m'a dit c'est pour une très bonne nouvelle. J'ai décidé de te faire une promotion. Voilà, tu es quelqu'un qui a des capacités, voilà, tu as un savoir-faire et tu me serais plus utile à un poste de confirmateur. Moi, dans la mesure où les confirmateurs faisaient beaucoup moins d'heures et avaient un travail beaucoup moins pénible que celui des agents, je me suis dit pourquoi pas. Ça peut me permettre éventuellement d'économiser pour m'acheter un PC suffisamment puissant, un Core i5, et mettre un petit peu de sous de côté pour avoir de quoi tourner le temps de trouver mes premiers clients pour les sites web. Donc j'ai commencé à travailler avec cette personne dont je vous ai parlé tout à l'heure, une personne qui habitait à l'hivernage. C'était quelqu'un d'assez spécial. Une sorte de garçon manqué, hystérique, qui était cocaïnomane notamment. Il faut savoir que le local dans lequel on travaillait, à Bab de Kuala, c'était pour une période provisoire, sachant que le patron de la société avait pris la décision de louer un local, une plateforme de plus de 200 mètres carrés à Plaza, dans l'endroit probablement le plus cher de Marrakech. C'est un immeuble de bureaux, building en verre, avec une cour, avec du marbre blanc sur le sol, des ascenseurs en aluminium, une grande terrasse. Alors, la plateforme en question était en travaux à cette période où je vous parle. D'ailleurs, les travaux étaient réalisés par le directeur de production, par la société du directeur de production, qui était en train d'aménager cette plateforme en centre d'appel. Donc, en attendant que la plateforme soit terminée, on est parti travailler à Mohamed, dans un immeuble dont était propriétaire le directeur de production. Directeur de production qui avait 29 ans, et propriétaire de cet immeuble et d'un certain nombre d'autres biens. Et donc on est parti travailler là-bas, c'était au mois de mars, on est parti travailler à Mohamed. Donc dans l'immeuble, 2 appartements avaient été transformés en centre d'appel. Il y avait celui dans lequel je travaillais et un autre qui se trouvait en haut. Donc dans l'appartement où je travaillais, on entrait dans l'appartement, il y a un couloir, là vous aviez la cuisine et là vous aviez 3 pièces alignées. Donc dans les premières pièces, les 2 premières pièces, vous aviez les agents qui passaient les appels. Et dans la 3e pièce, il y avait moi et donc les 3 confirmatrices. Et à côté de ça, voilà, il y avait un balcon et une porte-fenêtre dans chacune de ces 3 pièces qui donnait sur le balcon. Et là, on avait une vue sur les montagnes. Les montagnes avec la neige au-dessus, les palmiers en bas. C'est un paysage très joli qu'on a ici à Marrakech. Je vais vous montrer les montagnes. Je ne sais pas si vous allez les voir. Aujourd'hui, on a un petit peu de brume, donc on ne les voit pas très bien.
Le soleil va bientôt se coucher et ça va être très très joli. Avec la lumière. C'est une très belle ville, Marrakech. Vraiment. Alors, on a travaillé 3 mois à Mohamed. En quittant Mohamed, on est arrivé à Plaza. Donc le local venait d'être terminé. Il n'était même pas encore tout à fait terminé à cette période-là. Et ce local, il était c'était un grand local avec une grande terrasse. Sur la terrasse, vous aviez des petits poufs, des petits canapés, des parasols en paille, en mode Vida Loca. Et puis à l'intérieur, un open place où travaillaient les agents, des bureaux en verre, notamment celui du patron. Alors, le bureau du patron prenait autant de place que les positions de 20 agents. C'est pour vous donner un petit peu une idée de l'état d'esprit dans lequel a été construit, aménagé le local. L'état d'esprit qui était tout simplement celui de cette société, en arrivant pointé avec son empreinte digitale. C'était une petite prouesse technologique pour impressionner notamment peut-être les clients. Il y avait une salle de réunion dans un local en verre avec table noire, ronde et rétroprojecteur, salle de réunion, salle de formation. Et ce local, en fait, il était un petit peu à l'image de la société, c'est-à-dire que quand on entrait dans le local pour la première fois, on avait une sorte d'impression de luxe, un petit peu de prestige. Et très rapidement, on se mettait à détester l'endroit. Parce que cette société-là, c'est tout un monde à part, où tout était fait de mensonges, de tromperies, de manipulations, de vices surtout. Donc en fait, on a une partie des agents qui sont restés à Mohamed et l'autre partie qui est arrivée en même temps que moi, donc à Plaza. L'idée c'était que les travaux n'étant pas encore tout à fait terminés, dans un souci de logistique, on allait faire venir une partie des agents et l'autre partie la semaine suivante. Donc c'est ce qui a été avancé par le directeur de production qui avait en fait un autre projet en tête. En fait lui s'était rapproché d'une partie des clients de cette société-là, de clients qui achetaient des rendez-vous, et il a détourné en fait une partie des agents qui en fait sont restés définitivement dans son local à lui, à Mohamed. C'était un projet déjà qu'il avait déjà en tête depuis un moment, je pense. Et donc il a détourné une partie de ses argents et une partie de la clientèle de cette société, et il a travaillé donc à son compte. Il a commencé à travailler à son compte pour créer sa société avec laquelle il travaillait avec les agents en question et les anciens clients de cette société qu'il avait détourné en quelque sorte. Il est parti bien évidemment et il a été remplacé par son petit frère. Son petit frère c'était autre chose, donc technicien qui avait 22-23 ans. Alors très rapidement son petit frère a commencé à faire quoi? Lui avec le formateur et le comptable, ils ont commencé à recruter des tapins, d'accord, pour dire les choses comme elles sont, des tapins, à détourner en fait les primes de la société pour se payer les services de ces tapins-là, qui faisaient venir dans les locaux le soir, une fois que les locaux étaient vides, et donc ils les payaient sous forme de primes. Les primes qui étaient destinées normalement aux agents qui avaient fait de bons résultats. Aux agents et à leurs familles, bien entendu. Alors je suis resté encore quelques mois dans cette société, j'avais acheté mon ordinateur, et puis je suis resté encore quelques mois pour pouvoir avoir 10-15 000 dirhams, pour pouvoir tourner un petit peu le temps de trouver mes premiers clients. Et arrivé au mois de décembre, j'ai rencontré 2 anciens salariés de cette société qui avaient monté qui étaient en train de monter leur propre centre d'appel. Moi j'avais un petit 13 000 dirhams de côté, je leur ai proposé de placer cet argent dans leur société, d'acheter des parts dans leur société, en échange d'un pourcentage en fait sur leur chiffre d'affaires trimestriel. Bon, ils ont accepté bien entendu, je vous expliquerai pourquoi d'ailleurs dans la prochaine vidéo. D'ailleurs si cette vidéo vous a plu, laissez un pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne. Maintenant, voilà, si vous voulez que je vous raconte la suite de cette histoire dans un prochain épisode, que je sorte un 4e épisode pour vous raconter la suite de mon aventure à travers les centres d'appel, dites-le moi. Si vous voulez qu'on arrête là et que dans la prochaine vidéo, je fasse plutôt par exemple un interview de quelqu'un qui a réussi dans le milieu du télémarketing, dites-le moi. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez un 4e épisode ou si vous voulez que je passe à autre chose dans la vidéo suivante. Ça peut être par exemple, comme on me disait, une interview, ça peut être autre chose. Dites-moi de quoi vous avez besoin. Dites-moi qu'est-ce que je peux faire pour vous aider.